Bienvenue à vous, messieurs, Louis et Anis. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit peu un nouveau concept, essayer de partager de l'information, mais d'une manière un petit peu plus pédagogique ou un peu plus ludique. C'est-à-dire qu'on est tous les trois à, on va dire, à travailler ou à représenter, entre guillemets, une industrie différente. Donc moi pour la tech, Louis pour tout ce qui est médical, santé, et Anis pour la finance et finance de marché encore plus. Et l'idée, c'est que je vais vous poser différentes questions. On va chacun un petit peu on va émettre, on va dire, des critiques sur notre domaine respectif, ok. Et ensuite, je vous demanderai à vous, les téléspectateurs, de voter à la fin en commentaire, tout simplement. Vous mettez en commentaire dans l'ordre. C'est l'industrie qui vous semble être, on va dire, pour dire ça gentiment, je sais pas quel terme je pourrais utiliser. La moins problématique, la moins, pas corrompue, mais on va dire la plus clean. Hein? La moins frelatée, quoi. Voilà. Donc, vous commentez, vous mettez en commentaire et vous nous dites votre avis. Alors, une petite présentation, Louis. Bonjour Anis, bonjour Faudil, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content de pouvoir discuter avec vous, parce que ça permet d'élargir mon champ de vision du monde et je suis honoré. Je suis médecin anesthésiste réanimateur, en fait. Je travaille en réanimation. Je m'occupe des malades grands brûlés et puis des malades d'hématologie, les gens qui ont des lymphomes, des leucémies et qui vont très mal, quoi. Et puis par la force des choses, je me suis occupé du malade du Covid et je continue d'en occuper. Donc je suis un peu au cœur de la tourmente, si vous voulez. Même si je suis dans un hôpital de deuxième ligne, ça veut dire que je suis pas l'hôpital de centre-ville avec toutes les machines flambant neuves. Voilà, moi je suis en deuxième ligne, mais je connais bien le sujet. Et par ailleurs, je suis porte-parole, et maintenant plus qu'un porte-parole, je suis un diplomate en fait. C'est comme ça qu'on dit maintenant dans le collectif. Je suis un ambassadeur. Il ne s'agit pas de créer dans le désert, il s'agit de créer des ponts, d'aller discuter avec les gens, d'aller ouvrir des possibles. Donc je suis ambassadeur pour un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui est un collectif citoyen. Et ce soir, c'est avec cette casquette-là que je parle. Donc je ne prends pas de risque vis-à-vis de l'ordre des médecins, je ne prends pas de risque vis-à-vis de mon institution. Parce que vous savez qu'on est très menacé, qu'il y a beaucoup de censure, qu'il y a même des lois qui sont passées pour que les médecins puissent pas dire tout ce qu'ils ont à dire sur le Covid. Et donc voilà. Et comme on va parler de l'industrie de santé, c'est aussi quelque chose où on est menacé, clairement. Voilà. Ok, c'est bien de le rappeler. Merci pour toutes ces précisions, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez tendu. Monsieur Anis. Bonjour, Anis Lajnef, ex-banquier entre 2001 et 2016. Et depuis 2016, je suis plutôt entrepreneur et je maintiens un compte Twitter sur les réseaux sociaux et un blog Mediapart. Donc moi, ma parole est un peu plus libre, même si en ce moment, avec le succès, on va dire, que je rencontre sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens que j'embête avec cette liberté de parole. Mais en tout cas, je reste libre et j'espère le rester et donner le plus d'informations sur le domaine que je connais le mieux, qui est celui de la banque et de la finance. Ok, super les gars. Merci à vous d'être venus. Donc bon, normalement, moi sur ma chaîne, on devrait me connaître. J'ai un background d'informatique IT et accessoirement, coach sur la chaîne YouTube. Alors, pourquoi on précise tout ça? Bon, au-delà des présentations, bien entendu, même si je pense que on vous a vu passer pas mal intervenir que ce soit sur les plateaux télé ou même sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer par la première question. Je l'ai appelée la Big Quiz. Donc, ce challenge, c'est la Big Quiz. Pourquoi? Parce que on va dire que la tech, on a une expression qui revient souvent, c'est Big Brother. Pour la pharma, on entend souvent Big Pharma. Et toi, Anis, au niveau de la finance, on entend souvent le terme de too big to fail. Alors, déjà, on va expliquer un peu ces expressions. Donc, me concernant, Big Brother, d'où ça vient? C'est très simple. C'est en réalité donc un personnage du roman 1984 de George Orwell, qui a vraiment qui a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que bon, ce personnage, l'idée c'était, d'ailleurs c'était un personnage assez fictif, hein, c'était pas une personne en physique, même si on avait une image qui était beaucoup représentée dans un but de propagande. Et l'idée c'était que Big Brother is watching you, c'était que vous avez des écrans, justement, il y avait déjà était visionnaire, hein, George Orwell. Il y avait des écrans qui pouvaient contrôler la population en les surveillant, tout simplement. Et donc c'était ça un petit peu l'idée de Big Brother. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup quand on parle de la tech.
on dit que les géants de la tech, donc ceux qu'on appelle également la GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et maintenant aussi Microsoft, sont un petit peu la représentation de Big Brother qui, à travers les technos, que ce soit du hardware, donc des écrans, ou du software avec les logiciels et ensuite l'intelligence artificielle, eh bien tout simplement accède à nos données et quelque part nous surveille. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de Big Brother. Et c'est assez marrant concernant Big Brother parce qu'il y a ce côté, c'est un peu contradictoire d'ailleurs, parce qu'il y a ce côté Big Brother, donc signifie grand frère. Et en réalité, dans le roman justement de George Orwell, tout ce qui était famille était un petit peu, c'était de casser un petit peu justement le cercle familial où les enfants étaient invités à dénoncer leurs propres parents, où on essayait d'inhiber même l'amour dans les couples. Et donc c'était pour remettre justement toute cette notion de famille vers Big Brother qui était en fait la famille qu'on devait avoir. Voilà donc pour l'expression Big Brother. Big Pharma, d'où ça vient, Louis? Big, c'est gros. Pharma, c'est de l'industrie pharmaceutique. Faut comprendre que déjà tu parles d'industrie dès le départ comme si c'était un prérequis, mais la santé et le soin, au départ, c'est pas un prérequis que ce soit une industrie. C'est plutôt un art, plutôt un artisanat qui est pratiqué en lien entre le patient et son soignant, médecin, infirmier, aide-soignant, et qui normalement se mettent ensemble pour essayer d'accompagner et de traverser la souffrance, de traverser la maladie et d'amener vers la guérison, qui est une transformation intégrale de la personne. Parce que la maladie, c'est une sorte de signal qui t'est donné pour te dire, mais comme je vis, ça va pas. Et petit à petit, s'est mis en place l'industrialisation du système de santé. Et j'étais à une conférence de sociologie il y a une dizaine d'années de ça au Collège de France. Et il y a un économiste de la santé qui s'appelle Claude Le Pen. Et Claude Le Pen, il arrive et il dit notre but, à nous économistes de la santé, et sous-entendu aussi la haute autorité de santé, un organe de régulation, notre but, c'est de mettre en place un système industrialisé, évalué et normalisé de production et de consommation de biens et services de soins. En fait, et il le dit comme ça, il dit notre but, c'est de liquider le modèle artisanal de la médecine. Et en fait, l'agent de la liquidation de ces modèles artisanaux du soin, qui paraissaient obsolètes, qui paraissaient pas efficients, qui paraissaient minables dans la science triomphante du 19e puis du 20e siècle, ça a été la production de remèdes. Et la production de remèdes qu'on te vend, c'est-à-dire tu deviens plus capable toi-même de guérir, c'est plus possible. Tu n'es plus capable d'être en santé. Donc petit à petit, on a créé une industrie de la maladie. On va en parler après, quoi. Et cette industrie de la maladie, elle a donné naissance à des géants, progressivement, des multinationales du médicament, capables de maîtriser la chimie fine de l'organisme et de vendre des remèdes. Et elle est devenue tellement grosse, cette industrie, qu'elle ne s'est pas contentée de vendre des remèdes. Elle a créé de la maladie. C'est elle qui a commencé à dire « Qu'est-ce que c'est la maladie ?» Je te donne un exemple. Dans l'hypertension artérielle, les normes de l'hypertension artérielle, pendant longtemps, c'est qu'en dessous de 16 de tension systolique, ça allait, quoi. Puis un jour, les normes, elles ont changé. C'est devenu en dessous, il fallait que ce soit en dessous de 14. Parce que ça y est, de 14 à 16, on venait d'ouvrir un marché. Et on pouvait vendre à vie des cachetons pour avoir la tension parfaite. Même si ça n'avait aucun intérêt vraiment sur la santé des gens. Donc il faut bien comprendre que l'OMS, c'est très proche de l'OMC. Ils sont main dans la main. Et voilà. Je peux développer beaucoup parce qu'en fait, je me suis beaucoup occupé de ça, quoi. Il y a eu un peu le même principe avec je crois que c'était concernant le Covid. Il y avait, je sais plus c'était quoi le niveau qui avait plutôt remonté pour dire qu'en dessous de ce niveau, c'était inquiétant et donc du coup, ça permettait de... il y a un test diagnostic, rien que ça, quoi. Le test pour dire que tu aurais le Covid ou que tu l'as pas, c'est ce qu'on appelle le nombre de CT, le cycle threshold. Effectivement, si tu le mets à 40, ça veut dire que tu détectes vraiment des tout petits fragments d'ARN et qui sont pas significatifs, quoi. Mais c'est positif quand même. Et tu peux dire, ah là là, il y a du Covid. Alors qu'en fait, tu n'as aucun symptôme, tu n'es pas malade, tu n'es pas contagieux. Et donc, le choix du seuil, en fait, est hyper important tout le temps. C'est qu'est-ce qu'on mesure? C'est vrai en économie aussi, hein. Si le but de l'optimisation du système, c'est de majorer le PIB, le delta PIB sur POP, quoi, tu vois, tu vas user la matière, tu vas détruire le monde, tu vas accélérer l'obsolescence parce que tu vas faire du PIB, quoi. Mais en fait, c'est une mesure de la vitesse de destruction du monde. C'est pas une mesure de la richesse. Ouais, bien vu. Anis, too big to fail. D'où ça vient? Bah, je pense que tout le monde le sait à peu près, donc je vais pas réinventer le truc. C'est ça veut dire juste que c'est trop gros pour faire faillite en français. Déjà, on va le traduire.
ça touche justement au système bancaire, parce que le système bancaire, c'est par construction, il y a de plus en plus de concentration. C'est-à-dire que c'est un truc que je répète souvent, mais le fait que l'économie repose sur le crédit avec intérêt et que l'intérêt il est exponentiel, il y a l'effet boule de neige. Et petit à petit, il y a de plus en plus d'établissements qui sont très très gros. Et par exemple, en France, on n'a que 6 gros établissements bancaires qui se partagent 95% du business. Et s'il y en a un qui fait faillite, en fait, c'est l'effet domino. On a une crise systémique. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde se doit de l'argent dans tous les sens, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et donc, s'il y a une grosse banque qui fait faillite, comme c'était le cas avec Lehman Brothers, qui voulait laisser faire faillite pour l'exemple, on a vu ce que ça faisait. Il y a l'effet domino, Lehman doit de l'argent à un tel, qui lui, lui-même va faire faillite, qui fait faillite à un autre gars, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser des gros faire faillite. On peut laisser les petites PME faire faillite, les toutes petites banques faire faillite pour l'exemple, mais les gros, il faut les sauver. Et on les sauve comment? Soit avec l'argent de l'État, donc l'argent des contribuables, ou soit avec l'argent de la BCE. Alors les gens, ils pensent que l'argent de la BCE n'est pas le leur, mais en fait, c'est de la monnaie d'intérêt public qui est créée à partir de rien, et donc elle est à nous tous. Et le fait qu'on sauve une industrie comme ça, et en fait, in fine, on le paye, que ça soit politiquement ou économiquement. Donc, si on revient à la période de 2008 avec le Too Big to Fail, quand ils ont décidé de sauver justement toute l'industrie bancaire, en réalité, ce qui s'est passé, c'est les contribuables français ont payé par de l'austérité, une hausse d'impôts, une hausse des taxes et moins de services publics. Donc, lui, on sait quelque chose avec l'hôpital public. La manière, dont on l'a payé aussi, c'est aussi une manière politique, c'est-à-dire que on a fait en sorte que les riches deviennent encore toujours plus riches, achètent encore plus de médias et nous maîtrisent encore plus. Super, on passe à la deuxième question. Quel est le poids économique de ton industrie? Parce que bon, c'est bien beau de parler et d'émettre des critiques après cette présentation, c'est de savoir un petit peu quel est le poids au niveau de la société. Et donc, alors on va commencer avec la tech. Très clairement, bon, je pense que c'est bien de le rappeler parce que les chiffres dans la tech sont juste complètement hallucinants. C'est les GAFAM, juste les GAFAM, donc 4 sociétés géantes de tech américaines, juste de la valorisation boursière. Lorsqu'on compare la valorisation boursière des GAFAM avec le PIB des pays, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais si on prend la valorisation boursière des GAFAM, on arrive à une position du 3e puissance. C'est-à-dire que vous avez, en termes de PIB, vous avez les États-Unis, la Chine, et ensuite, vous avez la valorisation en 3e puissance des GAFAM. C'est-à-dire que la valorisation est supérieure au PIB de la France, du Japon, de l'Allemagne, ainsi de suite. L'autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que cette valorisation, déjà, c'est des sociétés qui sont jeunes, qui ont à peu près 20 ans. Google, c'est 1998, Facebook, c'est 2004. Voilà, c'est des sociétés qui ont moins de 20 ans. Donc, c'est non seulement très puissant, c'est très jeune. Depuis 2019, ça a doublé, cette valorisation. Donc, c'est un développement vraiment hyper puissant, hyper rapide. Et ensuite, après cela, un point qui est extrêmement important, c'est de bien noter, c'est que les GAFAM sont en situation de monopole. Et c'est là où c'est encore plus effrayant. Google, c'est 90% des recherches, des requêtes sur Internet. YouTube, c'est la première chaîne vue le plus au monde. C'est des milliards d'heures de vidéos vues par jour. Apple, même si ce n'est pas ceux qui vendent le plus de téléphones, ça reste un chiffre d'affaires extrêmement conséquent de 30% dans la téléphonie parce que leurs produits sont vendus très cher. Donc, ils s'accaparent une grosse partie du marché et 66% des bénéfices et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement puissant. Déjà, actuellement, c'est une courbe qui est croissante de manière fulgurante et c'est déjà en situation de monopole, sachant qu'en plus, ils essaient de s'intéresser à d'autres domaines. Quel est donc le poids économique de Big Pharma dans la santé? Ouais, alors c'est pas que Big Pharma en fait. Il faut comprendre que la santé, c'est un marché qui est en gros l'équivalent du budget d'un État. Donc c'est une pomme à croquer absolument considérable. Que Big Pharma là-dedans, c'est un des opérateurs historiques, on va dire, on pourrait le dire comme ça. Mais finalement, est arrivé sur le marché de la santé progressivement d'autres opérateurs en charge de croquer ce budget. Et notamment, toutes les health tech, c'est-à-dire la technologie
de la santé et de la data aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve les mêmes opérateurs. C'est peut-être quelque chose qui va converger, c'est qu'à la fin, la santé est en train d'être mangée par les GAFAM, d'une manière ou d'une autre. Vous avez chaque année une petite réunion qui s'appelle le CHAM, c'est à Chamonix, et le sous-titre, c'est en anglais, c'est même pas en français, alors que ça concerne la France, hein. Et ça s'appelle Inventing the Future of the Healthcare System. Et là-bas, il y a des petits fours, du champagne, et tout ça, et tout ce petit beau monde discute ensemble du Future of the Healthcare System. Mais vous y êtes pas, hein. C'est eux qui y sont et qui décident de votre futur à votre place. Et qui y a? En fait, il y a BlackRock, il y a Amazon, il y a Google, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de la Santé, il y a quelques professeurs parisiens. Et tout ce petit beau monde dit le futur de la santé, c'est une santé intégralement numérique. Et donc, il faut que, à la fin, ce soit Watson qui diagnostique votre maladie ou votre miroir connecté et qui vous fait lui-même, il soit une plateforme directement pour vous prescrire le remède qui sera, lui, fourni par Big Pharma. Et donc, en fait, on détruit petit à petit la place de l'humain pour disrupter le système de soins, en fait. Vous pouvez regarder à ce sujet une pépinière d'entreprise qui s'appelle The Family à Paris, qui était gérée par quelqu'un qui s'appelle Oussama Hamar, qui est quelqu'un de très intelligent, mais à mon sens, je ne rejoins pas sa vision du monde, en tout cas, voilà. Mais je pense qu'il est extrêmement intelligent et il fait un certain nombre d'interventions qui s'appellent les barbares attaques. Et il y a les barbares attaquent la santé. Et dans les barbares attaquent la santé, lui, il voit la disruption du système de santé par la tech. Et il trouve que c'est bien, quoi. Ça va aboutir à un truc génial, quoi. Mais il explique bien le mécanisme, en fait, de destruction des régulations telles qu'elles étaient explicites. Et les régulations, normalement, c'était celles par les médecins, par les scientifiques, par les chercheurs, par l'État, qui était normalement l'émanation de vous, quoi, pour vous protéger. Là, le poids dans le système bancaire, c'est très facile. Déjà, ce sont les banques, elles, qui gèrent la monnaie, donc la monnaie scripturale. Et c'est quand elles octroient le crédit qu'elles créent cette monnaie, même si la Banque centrale aussi gère la monnaie centrale. Donc déjà, c'est énorme parce que si c'est elle qui gère le crédit, c'est elle qui gère la monnaie, et si c'est elle qui gère le crédit, en fait, elle gère l'économie. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont décider des investissements et des investisseurs. Elles ont le droit de décider et d'orienter par le crédit, par la création monétaire, l'économie. Et donc aussi, ce sont les banques qui gèrent aussi les actions, le change. Donc elles sont un peu partout. Et j'ai partagé un petit graphe où on regarde le poids de Main Street par rapport à Wall Street. Alors Main Street, c'est les gens normaux, l'économie normale, et Wall Street, c'est les actifs financiers. Et en fait, on se rend compte que entre les années 50 et, on va dire, le milieu des années 70, on est tout le temps dans un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire que Wall Street est 3 fois plus gros que Main Street. Mais comme je le dis tout le temps, il y a 71 qui est la date à vraiment regarder à chaque fois. À partir de là, de la fin des accords de Bretton Woods, il y a une hyper-financiarisation de l'économie et petit à petit, le poids de Wall Street décolle. Et on est arrivé en ce moment à sortir de ce petit canal qui était toujours entre 2,5 fois et 3,5 fois. On est sorti au milieu des années 90 de ce canal-là. Et aujourd'hui, on est à 6 fois. C'est-à-dire que Wall Street est 6 fois plus gros que Main Street. Donc, la différence est juste énorme. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, on peut regarder, ce que les financiers regardent, c'est le PNB des banques. Donc, en gros, ça, c'est le chiffre d'affaires des banques. Donc, plutôt que de parler de chiffre d'affaires, on parle de PNB. Et ils ont aussi, l'industrie bancaire a aussi abusé justement des commissions et des intérêts qu'ils prenaient à l'économie réelle. C'est monté jusqu'à 21% des richesses créées. Et ça, c'est le maximum. Et comme par hasard, c'est en 2008. C'est là où tout a pété. Et donc là, on est redescendu. On est autour de 7-8%. Donc, c'est important. C'est-à-dire que des gens qui ont un boulot qu'on peut respecter, quoi. C'est un boulot, on va dire, de comptable, avec tout le respect que j'ai pour les comptables, prennent 20% de la richesse créée. C'est-à-dire qu'à 360 000 employés dans le système bancaire, ils prennent 4 fois plus qu'à l'éducation nationale ou à l'hôpital public. Et attention, à l'hôpital public ou à l'éducation nationale, il y a 1,2 million de personnes qui travaillent dans chacune de ces fonctions. Donc, le poids est énorme. C'est-à-dire que le poids du banquier dans la société est juste démesuré. Après, on peut parler encore, hein, on peut parler
par exemple, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le logement. C'est-à-dire s'ils orientent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les crédits, dans ce cas-là, ils peuvent orienter le crédit vers le logement, ils peuvent orienter le crédit aussi vers les industries polluantes. C'est le cas de BNP. On parle du monde d'après. En 2020, l'encours des crédits, c'est-à-dire le stock de crédit qui a été offert par BNP aux industries polluantes, a augmenté de 40%. Je ne sais pas si c'était vraiment l'année où il fallait faire ça. Et donc, voilà. On parlera peut-être plus tard aussi du poids des banques auprès de la Banque centrale qui est censée représenter les intérêts de nous tous. Par exemple, le PDG de la Banque de France, c'est l'ancien numéro 2 de BNP et l'ancien PDG de CTLM. On peut aussi parler du lobby bancaire, que ce soit à la BCE ou ailleurs. Le poids de l'industrie bancaire et financière est juste énorme dans l'économie réelle. Bien. Louis, tu voulais je reviens sur cette idée. Tu voulais avoir une idée de quelle est la rentabilité. Alors, c'est drôle, c'est pas du tout ma façon de m'exprimer ou même de comprendre les choses, si tu veux, en tant que soignant, en tant que médecin. Donc, je suis un peu déstabilisé par ces questions-là. Je suis pas économiste ni entrepreneur, j'ai pas de start-up ni rien. Donc, moi, si je dois parler de rentabilité d'un système de santé, c'est plutôt à quel point il rend les gens en bonne santé par rapport au nombre de milliards investis, quoi, si tu veux. Bien sûr. Mais là, comme de Big Pharma, je pense que oui, il le voit. En fait, il y a une courbe qui a été déjà explicitée par un penseur qui s'appelle Ivan Illich, qui est un penseur de la technique et qui a écrit un bouquin qu'il faut lire sur le système de santé qui s'appelle La Némésis médicale. Et le sous-titre, c'est comment la santé est devenue le facteur pathogène prédominant, comment l'industrie de la santé est devenue le facteur pathogène prédominant. Et il parle du système de santé. Et en fait, ça, c'est vrai pour tous les systèmes techniques. C'est que, in fine, ils aboutissent à, lui, il appelle ça un deuxième seuil de contre-productivité. C'est-à-dire un moment où ils aboutissent à l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire. Tu mets de l'argent dans le système de santé, tu espères améliorer la santé de tes concitoyens. Et il va bien falloir choisir tes critères, parce que la santé, est-ce que c'est survivre plus longtemps ? Parce que si tu vis jusqu'à 150 ans, mais que tu es au fond d'un EHPAD, que tout le monde s'en fout de toi, qu'on te laisse crever, qu'à la fin, on va te finir à coup de Rivotril et que, de toute manière, tu es vieux, tu sers à rien. C'est en gros ce que nous dit notre société aujourd'hui, qui a plus aucun respect pour les personnes âgées, leur mémoire, ce qu'ils portent comme sagesse et comme lenteur, justement, de nous rappeler à la lenteur, de nous sortir de la compétition et de nous ramener à des valeurs saines de lien et de prendre soin de celui qui est faible. Dans certaines ethnies africaines, tes responsabilités au sein de la tribu, elles avancent avec l'âge. Et les plus âgés, ils sont responsables du lever du soleil. Pas rien. Et donc là, nos personnes âgées, voilà, on l'est pas. Donc tout ça pour te dire qu'à la fin, en termes de rentabilité, on arrive à l'inverse, on arrive à un système à l'américaine où tout le monde est obèse, où tu as 50% des enfants qui ont une pathologie chronique et sont sous traitement, 25% qui sont sous Ritaline parce qu'ils sont trop excités, parce qu'ils bouffent du sucre toute la journée. Et donc, tu vends du médicament, c'est sûr. Si tu passes du point de vue du vendeur de médicaments, plus les gens sont malades, mieux c'est, en fait, parce que tu vas passer ton temps à leur donner des médicaments. Si tu te places du point de vue de celui qui devrait bénéficier du système technique, c'est un jeu de dupes, en fait. On m'a pris pour un con. On est en train de me rendre malade en permanence pour essayer de me fourguer de la cam. Donc là, c'est vraiment le principe problème, réaction, solution. Il y a une pathologie et on va te dire, de toute manière, tu ne peux pas échapper à autre chose qu'un traitement fourni par Big Pharma. Sans jamais dire que finalement, dans le système de santé, non, on pourrait travailler la prévention, la nutrition, le mode de vie, la joie, la beauté, l'humour, la poésie, le partage, qui te mettent en bonne santé en vrai. Ils sont les facteurs principaux de la bonne santé. Donc aujourd'hui, on est dans un système de la maladie et pas un système de santé, où les opérateurs sont machiavéliques en ce sens que plus il y a de la maladie, plus ils sont riches. Mais il vaut mieux que tu sois en mauvaise santé. Ouais. Ça répond un peu à ta question, je réponds un peu à côté, je fais un petit pas de côté pour te dire. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu décris finalement comment ça devrait être. Et moi, j'étais plus porté sur comment c'est. Finalement, c'est cohérent avec toutes les autres industries, c'est qu'on t'empêche de ta capacité de faire quelque chose pour ensuite te la revendre. Ouais. Le système des GAFAM t'empêche d'être en lien avec les gens que t'aimes autour de toi et d'avoir des copains, d'aller frapper à leur porte le soir avec ta pizza et voilà, et envie de passer un bon moment ensemble. D'échanger. Ouais. Et pour te mettre dans des murs où finalement tu as des friends sur Internet. Où ta reconnaissance sociale, c'est le nombre de likes que tu as sur ton selfie avec ton petit-déj. Et en fait, tu es tout seul, éternellement tout seul. Tu peux plus te mettre en lien avec une femme ou avec un homme, et avec quelqu'un que tu pourrais aimer. Il faut que tu ailles sur un intermédiaire
qui va te dire adopteunmec.com ou mythique ou je sais pas quoi. Dans un caddie, ça montre bien ce que c'est. C'est un bien de consommation, quoi. L'amour, c'est devenu un bien de consommation comme un autre. Et en fait, c'est ce système-là, quoi. Et il est cohérent partout, si tu veux, dans sa folie. C'est qu'à la fin, toutes les structures d'intermédiation, j'entends par intermédiation la capacité de se mettre en lien avec l'autre, en lien avec le monde, en lien avec soi-même, en lien avec la nature, en lien avec ce que tu manges, en fait, ont été coupées. Et coupées par ceux-là même qui te vendent les solutions techniques. Ouais. C'est marrant parce que pour le système bancaire, c'est un peu la même idée. Quand on essaye de te faire gagner du temps, à te ramener à aujourd'hui l'argent que tu aurais gagné dans 5 ans, 10 ans et que tu aurais pris le temps de gagner et d'utiliser. Donc, on te le ramène à aujourd'hui et au final, au lieu de gagner du temps, tu te rends compte qu'au fil du temps, tu cours après l'argent. Tu cours et tu as moins de temps pour toi, moins de temps pour ta famille. Tu dois rembourser non seulement ce que tu as emprunté et dont peut-être tu n'avais pas besoin au moment donné, mais aussi rembourser le banquier. Et on est justement dans ce cycle infernal où, en voulant te faire gagner du temps au départ, t'en perds énormément. Finalement, une question de temps, en fait. C'est une histoire de temporalité et de dissocier le désir de la réalité temporelle de sa réalisation. Ça veut dire que tu as un désir, je le veux tout de suite. Mon crédit CTLM, allez, bim. Waouh, j'ai un nouveau portable. Et alors qu'en fait, tu aurais dû travailler, prendre du temps, frotter ton désir au réel, et puis voir que tu le mérites ou pas, ou que finalement ton désir s'éteint. Et c'est marrant parce que tous les trucs qu'on te vend, si jamais tu prends 3-4 jours de réflexion, un jour, j'avais cette folie compulsive, les lendemains de garde, souvent on a des achats compulsifs. C'est partie de la fatigue du lendemain de garde. Ma femme me dit stop, souffle un grand coup, attends demain. Est-ce que tu en auras vraiment besoin? Tu te rends compte que demain, tu n'en avais pas du tout besoin, quoi. Et on t'avait fourgué un truc. Donc ça, pour moi, c'est un des points clés de notre système dans tous ces champs-là. C'est la question du désir et de la gratitude et du contentement. Est-ce que j'arrive à être satisfait de ce que j'ai? Ou est-ce que je suis un éternel insatisfait en quête de toujours plus? Aujourd'hui, je crois que notre société, elle est là-dedans. Et donc, si je prends les correspondances entre le champ financier de Anis, ton champ technique, mon champ technique, j'ai étudié un peu la technique, moi, en termes d'anthropologie de la technique, c'est une de mes casquettes. Finalement, pour moi, c'est holographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le même dessin dans toutes les pièces du puzzle. C'est comme une fractale imbriquée, un chou romanesco. Si tu regardes le système financier, tu vas voir la même chose que si tu regardes le système de santé. On retrouve les mêmes investisseurs dans ces différentes industries. Oui, Anis? Non, je parle c'est marrant, il dit holographique. Moi, je pense à chaque fois à l'isomorphisme. C'est pareil, c'est les mêmes. En gros, c'est la même chose, quoi. C'est les mêmes mécaniques, les mêmes. Et pour revenir une dernière fois, quand maintenant avec 43 000 abonnés, j'arrive à voir un peu plus les sentiments des gens et comment ils pensent. Quand tu dis la finance, c'est le vol du temps, etc. Tout le monde est avec toi, mais il y a un discours qui est beaucoup moins entendu. C'est quand tu te questionnes et tu questionnes tout le monde et tu dis, mais est-ce que aussi on n'a pas une part de responsabilité, tu vois, d'être dans l'introspection et te dire, est-ce que la finance, c'est pas aussi le business de l'impatience? Et en fait, il y a toujours une dualité. Mais on ne veut pas voir la dualité. En fait, on est tout le temps dans une binarité où on veut voir qu'un sens. C'est-à-dire, le financier est un voleur. Mais le financier n'aurait pas de business si déjà on était dans l'entraide et dans la patience. Mais ça, c'est un discours archi dur à entendre. Très intéressant, un peu de spiritualité, une petite touche de spiritualité. On va passer à la question suivante, les amis, si vous voulez bien. La question suivante, c'est quel est, on va dire, l'argument le plus malhonnête dans ton industrie et qui est communément admis? Par exemple, dans la tech, clairement, moi, l'expression qu'on entend le plus souvent et qui est vraiment on va dire admis, c'est make the world a better place, c'est-à-dire grâce à la tech, on va faire en sorte que on va rendre le monde meilleur. En plus, c'est souvent en anglais, ça sonne bien et tout. Et donc du coup, effectivement, a priori, on te facilite la vie avec les outils, c'est indiscutable. Ton quotidien est simplifié. En plus de ça, très souvent c'est gratuit. Pas tout le temps, mais beaucoup de produits sont gratuits, donc a priori c'est génial et le monde est en train de devenir meilleur. Sauf que en l'espace déjà même pas, on va dire 10-20 ans d'existence de ces géants de la tech, on voit déjà, on commence à voir quelques
quelques éléments qui nous font dire que finalement, make the world a better place, pour qui? Est-ce que c'est plus pour nous ou est-ce que c'est plus pour eux? Par exemple, la richesse s'accroît continuellement. Ils font, ça les empêche pas de faire de l'optimisation fiscale. On parle pas de d'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale avec tout un tas de montages financiers compliqués pour éviter de payer ce qu'ils doivent à la société. Et donc, du coup, forcément, ça impacte la population, donc puisque ça fait moins de services grâce à ces impôts qui pourraient être gagnés. Donc non, pas forcément de better place pour tout le monde. Ça permet également aussi, en termes de management, il y a pas mal de problématiques, notamment on pense à Amazon, où il y a eu, et pas que Amazon, mais notamment Amazon, où il y a eu des soucis en termes de management, de la destruction d'emplois. Enfin, voilà, il y a énormément d'éléments qui sont très critiquables. Et un des points qui, à mon sens, est peut-être le plus important, on en reparlera par la suite, c'est notamment la confidentialité de ces données, à la fois publiques, que l'on partage sur les réseaux sociaux notamment, et même, pour aller plus loin, les données privées. Et ça, c'est une très, très grande problématique. Et on retombe sur justement le Big Brother dont on parlait précédemment, où nos données, à notre insu ou pas, sont utilisées. Et on l'a vu, on en parlera sur certains scandales, sont utilisés. Et donc, clairement, ce qui paraît être une avancée, parce que, soi-disant, ça nous facilite la vie, comme vous l'avez dit précédemment, ça nous facilite la vie et que c'est gratuit ou ça coûte pas cher, en réalité, sur du long terme, on est en train de fabriquer notre propre prison. Qu'est-ce qu'il en est de la santé? Quel est l'élément, l'argument qu'on nous fait croire, qui est souvent utilisé et qui, en réalité, n'est que foutaise ou qui n'est qu'une chimère? Ouais, le gros argument, quand on se met à parler de ça un petit peu, c'est on pourrait pas faire ça en fait. On pourrait rien développer. Parce que qui est-ce qui paye le RD, le recherche-développement? C'est pas l'État, quoi. C'est pas un pot commun sur une cagnotte litchi, quoi. C'est Big Pharma et c'est Big Tech, quoi. Et donc finalement, c'est une idée qu'on pourrait pas faire autrement. Et probablement c'est vrai, c'est-à-dire que on pourrait pas faire la même chose en changeant le modèle de financement. Mais est-ce qu'il faut faire la même chose? Parce que comme tu l'as dit là sur les systèmes techniques numériques, on va dire, c'est exactement la même chose pour les systèmes techniques sanitaires. Ça nous facilite la vie, mais c'est plus facile, plus rapide. Tu te souviens ce qu'il a dit, Yoda? Quand c'est plus facile, plus rapide. C'est le côté obscur de la force. L'humain, il n'est pas fait pour être confortable, en fait. Il est fait pour frotter, il est fait pour en chier, en fait. Alors, on va dire, ouais, c'est un truc de catho-réac, ça. Mais non, c'est assez profond, quoi. On a besoin de se heurter au réel pour comprendre des choses, quoi. Et si on est dans un techno-cocon ou un sanito-cocon où on risque plus rien, en fait, on risque tout. Parce que quelqu'un qui rencontre jamais un virus, par exemple, il en rencontre un, il est mort. Donc, c'est un peu comme dans Wall-E, si tu veux. Les gros ricains qui sont dans les fauteuils qui volent, là, tu sais, avec des petits robots qui leur font tout, mais ils vivent plus, ils existent plus. Ils ont une vie de merde, en fait. Aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, en fait, la maladie, ça leur fait du bien, entre guillemets. Ça les ramène au réel, de manière très brutale. Donc, on ne pourrait pas faire autrement. C'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de façons de faire de la recherche autrement. Et surtout, de voir sur quoi on cherche. Parce que, on va me dire, ouais, mais tu veux revenir à l'âge des cavernes. Ok. Non, je veux pas revenir à l'âge des cavernes. Il y a une façon que la technique soit conviviale, c'est-à-dire au service de celui qu'elle sert. Tu l'as exactement dit quand tu as dit c'est gratuit, c'est pas toi que ça sert. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est ce que disaient les gens de Frama quand ils voulaient dégoogliser Internet. Et je crois que c'est très vrai, quoi. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et je vous raconte une petite anecdote encore, une histoire, un conte. Partout dans les régions françaises, mais je crois que c'est vrai un peu dans tous les pays, il y a des légendes des ponts du diable. Le pont du diable, c'est un village qui est séparé en deux, et puis on veut construire un pont, mais il y a des crues sans cesse, on n'y arrive jamais, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Puis un jour, il y a un gars qui arrive en noir et qui dit ouais, ça fait comme ça, quoi. Tout le fait en 3 jours. Mais ça va coûter combien demande le maire. Un peu timide en disant le budget de la commune va y passer, quoi. Le mec dit non, rien du tout. Le maire lui dit quoi, rien? Bon, presque rien. Ah, presque rien. Et presque rien, c'est un petit quelque chose, quoi. Et c'est quoi un petit quelque chose? C'est ton âme. Et c'est quoi l'âme? Je sais pas ce que c'est, moi. Et donc, comme je sais pas ce que c'est, ok, je signe. Trempe dans ton sang et tu signes. Et on t'a bouffé ton âme. Et en fait, les vendeurs de techniques, les vendeurs de remèdes, c'est ce qu'ils font. C'est le diable. Ils te vendent
Ils te vendent de l'asservissement à l'infini, en fait. Parce qu'après, tu peux plus vivre sans eux. Et aujourd'hui, dans notre système de santé, il y a énormément de gens malades qui vivent de manière chronique avec des remèdes. Parce qu'on va jamais résoudre pour de bon la maladie. On va leur donner une béquille technique avec laquelle ils vont avancer péniblement dans la vie. C'est pas inutile, je dis pas que ça sert à rien. Je dis que c'est pas pour moi le bon chemin de la technique. Le chemin de la technique, ça doit te faire guérir. Que tu sois capable de tenir debout, autonome, droit dans tes bottes et de vivre avec le monde tel qu'il est. Pas un monde que tu es obligé d'artefactualiser en permanence pour réussir à y survivre, quoi. Parce qu'en fait, la nature est bonne pour nous au départ. Il n'y a pas de raison de vouloir se murer dans quelque chose en plastoc et en béton, quoi, qui nous rend malade en plus à la fin. On est très malheureux et malade d'être dans du plastoc et du béton. Voilà. Ouais. Donc c'est ça l'argument, c'est qu'on ne pourrait pas faire autrement. En permaculture, on dit qu'il y a toujours au moins une autre façon de faire. Ouais, c'est peut-être une des questions où je peux rester le plus longtemps, quoi. Ah bah, tu fais ta mais juste pour revenir à ce qu'a dit lui sur l'idée de l'âme qui est vendue au diable, en fait, même dans la finance, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que normalement, on est censé se faire confiance les uns les autres. Et comme petit à petit, cette confiance a été perdue, cette parole qui ne vaut plus rien, on a dû justement reposer sur un système bancaire, un système comptable avec de la monnaie, etc., pour que justement on rétablisse la confiance et on la centralise entre les mains de banquiers. Et on peut en vouloir qu'à nous-mêmes, parce que si le système bancaire est fort, c'est aussi parce qu'on ne se fait pas confiance. Donc ça, tout à l'heure, on a parlé de l'impatience, là, c'est de la confiance. Et donc, on a perdu de nos libertés. Mais maintenant, ça me fait rire quand ils viennent, parce que, comme je te dis, moi, je travaille sur une app, etc. J'ai énormément de mal avec la blockchain. Pourquoi ? Parce que je me dis, au lieu de réfléchir à dire, si les banquiers sont très forts, c'est qu'on ne se fait pas confiance, et comment on pourrait se faire plus confiance entre nous ? En fait, on retourne un peu le système, on se dit, les banquiers, il faut les dégager, il faut faire confiance à personne, et on va créer quelque chose d'assez smart, d'assez puissant, qui va bouffer, quoi qu'ils en disent, de l'énergie. Et en fait, l'énergie que ça bouffe, c'est quoi ? C'est l'énergie qu'on ne met pas, nous, à créer ce lien social entre nous et à nous faire confiance, et à ce que chacun, au sein de la société, quand il emprunte, il redonne ce qu'il a pris. Après, pour revenir à la question, waouh, il y a tellement de phrases qui me révoltent. Moi, par exemple, tu sais, des fois, j'embêtais mes boss ou mes collègues. Je me dis, mais on sert à quoi, en fait, là, les gars ? Tu vois, on sert on apporte de la liquidité. C'est grâce à nous que les entreprises, elles achètent, elles vendent, etc. Et qu'on leur apporte du capital. Cette idée d'apport de liquidité, de main invisible des marchés, etc. Tu vois, moi, je vois pas très bien en quoi quelqu'un qui traite à la nanoseconde apporte de la liquidité. Tu vois, on pourrait largement faire un fixing une fois par jour, comme le proposait Maurice Allais, et tout irait très bien. Alors, il y a aussi l'idée de Coluche qui dit plus t'es pauvre et plus tu payes. Et donc, l'argument des gens, tu leur dis, mais ouais, ça c'est pas un peu dégueulasse, non ? Vu que l'argent, tu vois, c'est un bien social et la monnaie, etc. Et donc, pourquoi, quand on la crée de nulle part, vu qu'elle est à nous tous, pourquoi on ferait payer les pauvres plus ? Et au fil des ans, avec justement cet effet boule de neige et taux d'intérêt, et au fil des générations, ils seront encore plus pauvres. Et il y a toujours l'idée de dire, non, il y a l'argument qui dit, si on prête pas aux pauvres, ils peuvent pas devenir riches. Donc ça, c'est un peu un argument un peu fallacieux, parce que eux, leur idée, c'est de dire, on prête pas aux pauvres à 0 parce qu'ils risquent de pas nous rembourser. Tu vois ? Et tu leur dis à 2 aussi, ils risquent de pas nous, et à 3, non, ils risquent de pas nous rembourser. Et à 6, d'un seul coup, ils switchent. C'est pas mal, en fait. Statistiquement, ils rembourseront et on s'en sortira parce qu'il y a la loi des grands nombres. Et donc, tu vois, ce raisonnement-là, il est fallacieux, encore une fois. Il y a aussi l'histoire de dire, tu vois, quand tu dis, mais tu te rends compte, les pauvres payent un quart des profits bancaires. 6 milliards par an, 6 milliards et demi. Tu vois, c'est les frais bancaires, les frais d'incident, etc. C'est le truc, c'est automatiser, c'est un mail ou une lettre qui part en 2 secondes. Ils te font croire que c'est un huissier qui t'a envoyé ça, mais tout est automatisé. Et ce truc rapporte un quart aux banquiers, tu vois, un quart de leur profit. Et tu leur dis, mais tu trouves que c'est normal ? Ouais, mais qui leur a dit d'aller dans le rouge ? C'est de leur faute, c'est eux les responsables. On les a pas obligés à aller dans le rouge. Ça, c'est encore un argument fallacieux, parce que si tu penses à on rentre dans le procès d'intention. Il y a des gens qui sont dans le rouge parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a aussi l'histoire de dire, mais qu'est-ce que tu veux y faire ? On peut rien y faire, c'est comme ça. Tu parles d'usure, mais ça fait 800 ans que c'est comme ça. Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour 0, tu vas changer le monde, etc. Non, juste, on peut en discuter, on peut peut-être trouver des solutions, peut-être faire en sorte que
tu vois, le riche ou le pauvre paye les mêmes intérêts, au moins. Même je suis contre les intérêts, tu vois, au moins. Est-ce qu'on pourrait commencer à dire ça? Est-ce qu'on pourrait dire, on pourrait avoir la main sur la création monétaire pour que les crédits soient orientés vers ce qui est utile pour l'économie réelle et pour le social et pour l'écologique, et pas pour justement toutes ces industries qui nous tuent la vie. Ah non, en gros, tu dois te taire. Alors surtout moi, hein, qui était dans la finance et trader, je suis le grand méchant loup qui a bien profité et maintenant je pars. En fait, il y a toujours ce que j'ai envie de dire, des tueurs de rêve. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans c'est comme ça, on peut rien y faire et tu vas pas changer le monde. Il y a cet argument-là. Il y a aussi, alors là, ça c'est l'argument des économistes qui est insupportable. La monnaie ne peut être que dette. Non, c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. La monnaie n'est pas que dette. Ça peut être, tu vois, on change juste le terme. On dit c'est une reconnaissance d'un travail fourni, tu vois, utile. Et si tu dis que c'est une reconnaissance, et si moi, en fait, des reconnaissances, j'en ai plein parce que je suis tellement bon et fort et chanceux, je peux me dire, cette reconnaissance, j'en veux pas parce que j'en ai trop, quoi. Tu vois, moi, je vois bien, il y a des fois des petits en cachette au Monopoly, ils donnent des billets à leurs frères pour pas que le jeu s'arrête. Tu vois, c'est inné chez eux de se dire, ouais, je vais pas le détruire. Et donc, il y a aussi avec l'argument de dire un appart se loue, donc pourquoi pas l'argent? Ça veut dire que, alors que l'argent, la monnaie est juste un outil qui nous sert à évaluer ce que valent les choses, à s'échanger, nous, on va faire en sorte que ça aussi, ça se loue. C'est pas du tout pareil, parce qu'un appartement, ça se loue parce que il y a de la maintenance, etc., et qu'on a un bien, et que le jour où je veux partir, je rends l'appartement et je ne paye plus rien. Alors que quand tu rentres dans la dette, tu dois repayer non seulement les intérêts, mais aussi le capital, pardon. Donc voilà, là aussi, c'est un faux argument. Il y a aussi la cupidité est bonne. Ça, c'est l'argument qui revient le plus souvent. Greed is good. Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Il faut laisser les gens être mauvais, c'est comme ça, c'est inhérent. L'être humain, son caractère, c'est d'être cupide, et de cette cupidité vont en sortir le meilleur. Tu vois, c'est ancré dans la tête des gens, de certains gens, et qui nous revendent constamment, même dans des... j'en parle souvent, par exemple Milton Friedman est un adepte de la cupidité. Et le dernier, alors là, ça c'est peut-être le plus gros, celui-là, mais regarde, c'est grâce à la finance qu'on a pu avoir le progrès. Tu vois, comme si une écriture comptable, parce que c'est des comptables, hein, avec tout le respect que j'ai pour les comptables, c'est une écriture comptable, comme si la comptabilité, c'est elle qui permettait le progrès et non pas l'ingéniosité des hommes et le temps qui fait que petit à petit, les hommes sont plus ingénieux, font de la recherche, font de l'innovation parce qu'ils sont portés par la curiosité, par le développement. Et on va dire, non, c'est grâce justement à la finance, tu vois. Et on voit pas tous les dégâts collatéraux qu'il y a derrière. Je n'ai même pas envie d'en parler. Tout ce qui est guerre coloniale ou néocoloniale, tout ce qui est misère sociale à l'intérieur des pays. Donc, cette idée que le progrès, on le doit à la finance, je pense que ça, c'est une des plus grosses arnaques.